Je présente un peu ma partie un peu d'astronome, parce que moi je suis un grand fan de photométrie, un grand fan de supernova, et donc j'étudie ça depuis presque 15 ans maintenant. Et donc je m'occupe en fait de faire des courbes de lumière de supernova. Et je vais vous parler un peu de photométrie, donc voilà, côté obscur de l'astronomie, c'est la science. À tous, voilà, je m'appelle Antoine Caillot, je suis astronome amateur comme vous. Et si tu veux, j'ai essayé de faire des photos du ciel avec mon télescope, une lunette de 80 mm. Et puis je me suis aperçu que il fallait un super ciel, un super matos pour faire des belles images. Et puis en fait, j'ai pas accroché à l'astrophotographie artistique, faire des belles galaxies, tout ça, ça m'a pas attiré. Et en fait, j'ai découvert qu'en fait, avec un tout petit télescope, un matériel tout simple, on arrivait à faire de la science, on arrivait à faire de la photométrie. Et grosso modo, pouvoir mesurer à distance des astres et à déterminer est-ce qu'ils sont gros, est-ce qu'ils sont petits, est-ce qu'ils sont loin, est-ce qu'ils sont chauds, est-ce qu'ils sont froids, est-ce qu'ils sont carrés, est-ce que c'est ovale, des formes, tout ça. Et en fait, je me suis aperçu qu'un professionnel avec un télescope énorme en haut de sa montagne, il avait un résultat. Et moi, avec mon tout petit télescope en bas dans ma plaine, dans mon ciel de nul de ville, j'avais le même résultat. La seule façon, c'était simplement de suivre la recette de cuisine que le mec m'avait envoyée. Voilà. Et donc en fait, aujourd'hui, je suis venu vous parler de ça. Je suis venu vous parler de la recette de cuisine. Et je suis venu vous montrer quelques principes de base. Je suis venu aussi vous montrer en fait les petites choses qui vont vous permettre, dans vos logiciels, de vous en sortir simplement. Et demain, tout à l'heure, il y a un monsieur qui a interagi, il a dit « Mais moi, j'ai observé M101 tout à l'heure, là, cette nuit, avec mon télescope. Est-ce qu'il y a une supernova dedans ?» Peut-être. Et grosso modo, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment arriver à programmer vos logiciels préférés pour que si vous aviez à transmettre cette photo-là à un professionnel, elle passe dans sa moulinette toute seule. Et grosso modo, le mec prend l'image, il la met dans son logiciel, paf, ça marche. Je ferai des petits rappels de photométrie pour vous expliquer un peu de quoi ça cause. Il y a des grosses impasses techniques dans ce que je vais vous dire. Des grosses impasses. On a 1h30. On va essayer de faire ça simple et vivant. On va se poser des questions, on va y aller tranquillou. Mais le but, c'est pas de vous faire une grande démonstration que j'en sais plus que les autres. Voilà. Le but, c'est que, voilà. Donc si après vraiment vous avez des points précis sur des choses précises, levez la main, dites-le, on abordera ça. Donc je vais vous parler de principe de base, le temps d'exposition. Ça y est. Vous êtes enfermé avec moi et vous n'avez plus le choix. Ah oui, Jean-Louis, la technique de je ferme derrière vous, c'est bien, mais ça s'entend en fait. Tout le monde a... Mais discrètement, je vais fermer là aussi. Et c'est comme les ventes forcées en fait, le premier qui sort. Voilà. Donc, je vais vous parler de ça, l'astrométrie et la calibration. Alors, j'ai fait un choix de vous montrer en fait Maxime DL et Prism. Parce que c'est les deux logiciels qui sont quand même très largement répandus dans le monde de l'astronomie. Prism, parce qu'on peut faire vraiment de la photométrie sympa avec. Et Maxime DL, on va pas se mentir, il y a des versions craquées qui coûtent rien. Et ce qui en sort de Maxime DL, c'est au format professionnel. Donc, c'est à des gens qui sont comme moi et qui n'ont pas beaucoup de sous, ça leur permet de faire un peu quelque chose. J'irai quand même au bout sur les logiciels professionnels qui sont aussi gratuits et je vous montrerai un petit peu comment s'en servir au départ. Le but du jeu aussi, en deuxième partie de soirée ce soir, j'ai un tutoriel, photo par photo, étape par étape, point par point, un peu plus précis que ce que je vais vous montrer là. Et le but du jeu, c'est si vous avez dans vos ordinateurs, et qu'il ne fait pas beau ce soir, enfin j'espère pas, mais si vous avez dans vos ordis des images du ciel, amenez-les et on pourra peut-être s'amuser dessus pour voir si on y arrive avec vos images à vous, que vous avez fait chez vous dans votre jardin, savoir si on arrive à faire le bout de manip. Le ciel ne devrait pas se dégager avant 23h ou minuit. Voilà. Donc entre la conférence de Lucas Guillemot et l'ouverture du ciel, il y a un créneau. Voilà, bon. C'était pour proposer, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin ou qui ont envie de s'amuser. Voilà. Qui a un télescope dans la salle? Ah ouais, c'est un truc de fou. Qui a une caméra CCD? La moitié à peu près. De quelle qualité? Standard, ouais. CMOS, ça marche aussi. Ouais, CMOS, ça marche aussi, ouais. Voilà, donc ouais. Et qui a déjà fait des essais de photométrie, qui s'est un peu déjà amusé? 3.
c'est bien. Hein, c'est une bonne moyenne, impeccable. Non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, la photométrie, c'est quoi? C'est le sachoir du comparatif d'ouverture. Pour moi, c'est fondamental. Voilà, donc en fait, grosso modo, je vais vous passer le sachoir. Oui, le sachoir à cheveux. Ah, voilà, bon, ça c'est bon, on a fini de blaguer là, on y va, on rentre dans le dur. Alors, quand on fait une image du ciel, ben, c'est super étrange, mais c'est ça en fait. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit le fond de ciel, le noir, et la grosse montagne au milieu là, ben, c'est notre étoile. Donc ça, je me suis amusé à représenter ça un peu comme une carte de niveau. Et quand on veut faire de la photométrie d'ouverture, on dit on veut mesurer le nombre de photons, le nombre de grains de lumière qu'on a reçus dans notre télescope et qui est venu heurter notre capteur CCD. Donc chaque petit carré, c'est un petit carré, c'est un petit pixel de mon capteur CCD ou CMOS, quoi. Et s'il reçoit un photon, ben il l'enregistre. 1, puis 2, puis 3. Et quand vous faites votre image, en fait, vous faites une carte de niveau de ce que vous avez reçu. Donc quand on veut faire de la photométrie d'ouverture, on veut compter combien on a reçu de photons, combien on a reçu de lumière de l'objet qu'on est en train d'observer. Donc une étoile, c'est super facile parce que en fait, c'est un point, tout le monde a tout vu sur son écran, voilà, et on va venir compter le nombre de carrés qu'on a sur une surface donnée, et on va venir compter combien de photons on a dans ce petit carré. Donc c'est ce qu'on voit là. Voilà, des petits carrés. Et puis on a reçu par exemple là un photon. 2, 3, 4. Alors ça c'est facile, c'est le cercle rouge, c'est le cercle de mesure. On voit tout de suite que si je fais un cercle trop petit, ben ça ne marche pas. Je ne vais pas tout compter. Si je fais un cercle très grand, je vais compter du fond de ciel qui ne sert à rien. Donc la détermination du cercle, c'est assez central dans la photométrie d'ouverture. C'est le premier point qu'il faut avoir bien compris. À quoi ça sert? Question de base. Si je fais un carré, ça marche? Si je fais un ovale? Ouais. Si je fais un turlututu? Chapeau pointu. Et en fait, qu'est-ce qui va faire que je pourrais le faire avec un carré? Les pixels sont carrés. Pixels sont carrés. Mais si je veux comparer. Donc si je compare, si je pars avec un carré, je reste avec un carré. Si je pars avec un turlututu, je reste avec un turlututu. Donc le choix au départ du cercle va conditionner toute votre mesure. Donc ça, quand vous voyez votre image sur votre écran et vous allez choisir la taille de votre cercle de mesure, c'est là où il faut être malin et se dire ok, je mesure un truc gros, donc je vais prendre un gros cercle ou un gros carré, peu importe. Est-ce que ce gros carré derrière il m'emmerde pas? Donc on verra tout à l'heure ce qui se passe quand on choisit mal son cercle et les petites erreurs qu'on peut faire de débutant en disant ah putain, j'ai lu dans internet que c'était comme ça, j'applique bêtement. Puis en fait tu t'aperçois que non. Si tu avais un peu réfléchi à ton cercle, à ton étoile qui ressemble à cette montagne là, monument de vallée là, ben, tu aurais dit ah ben ok, ben ouais, je vais entourer le machin et il ne faut pas que mon cercle soit trop petit ni trop grand. On voit autour un deuxième cercle vert. Donc ce cercle vert en fait il nous sert de référence. C'est notre niveau de la mer en fait, c'est notre niveau 0. Donc si je veux mesurer, mettons l'Himalaya, ben je pars du niveau de 0 puis je mesure l'Himalaya. Mais rien ne m'empêcherait de le mesurer depuis le fond de la mer, ça marche aussi. Je prends le point le plus bas sur Terre, on aurait pu faire ça. On prend la fosse des Mariannes, moins je sais pas combien, 4000 et quelques mètres là, et on mesure l'Himalaya. 11 000 mètres, c'est encore pire que ça. Je mesure l'Himalaya, l'Himalaya en fait c'est super haut. Donc nous, en photométrie, ce qu'on a besoin c'est d'un niveau 0 stable. Sauf que le Père Caillot, il est à côté de Toulouse, là sous un ciel orange. Ben, le machin bleu, il n'est pas bleu, il est orange chez moi. Dès que j'allume le capteur CCD, je vois de la pollution lumineuse. Par contre, le mec qui est au pic du Midi, lui, il voit le ciel noir. Là, l'image, elle est bien bleue, elle est tout en bas. Comment on fait pour ça? Ben, on va venir chercher en fait un point 0. Et ce point 0, ce sont les deux cercles autour, les cercles verts, qui pourraient marcher. Même principe, tu peux prendre un carré, tu peux prendre un turlututu, ça marche quand même. Par contre, tu viens chercher une zone où il y a du ciel. Voilà. Si tu mesures rien, bah, tu fais un comparatif avec rien et tu mesures rien du tout. Alors je vous ai sorti ma science en faisant une belle équation là, pour les matheux. Là. Voilà, ceux qui aiment les sigma, tout ça, c'est sympa. Voilà. Il y a des choses écrites sur les diapos, où c'est des petites informations qui vont vous aider à la maison si vous voulez reprendre le truc. Quoi. Mais je ne m'amuse pas à lire les diapos. Quoi. Voilà ce qu'on fait dans la vraie vie. Une image de galaxie. Voilà. Cette image, elle est super bien. Et puis, ben, je suis venu chercher
les magnitudes de mes étoiles. Voilà, donc j'ai fait des cercles rouges, bim, pam, poum, poum, sur mes étoiles, et on voit à côté un chiffre avec une virgule. Donc ça, c'est des magnitudes. C'est ce qu'on veut faire dans la vraie vie. C'est ça qu'on veut. On veut une magnitude au bout parce qu'on parle tous en magnitude. Vous discutez avec un mec au fin fond de l'Alaska, il parle en magnitude, au fin fond de l'Australie, il parle en magnitude. Sauf que quand vous regardez votre logiciel, les magnitudes, ben, vous ne les avez pas. Généralement, ou alors vous avez un truc qui est complètement zarbi, étrange, qui ne correspond à rien. Donc souvent, c'est ce qui a fait que l'outil photométrie, vous avez dit ouais, c'est nul, ça ne marche pas. Je mets ça de côté, ça me donne des valeurs complètement débiles et je ne vais pas plus loin. Comment on fait, et c'est le but de cette présentation, c'est comment on fait pour obtenir le fameux chiffre magique qui va bien. Mais la première chose avec laquelle on parle, c'est du flux. On va parler en flux. C'est-à-dire que grosso modo, on va mettre notre cercle rouge, donc il est là, hein, autour de l'étoile qu'on veut mesurer. Donc dans ce cas-là, ben, c'est une supernova hein, qui est là. C'est un petit peu le sujet de de ce soir pour ceux qui vont pouvoir observer. Et on veut mesurer quelle est l'intensité lumineuse de cette supernova. On veut savoir quelle est sa magnitude. Donc on a ici des flux. Le nombre de photons, le nombre de pixels excités et l'intensité lumineuse reçue. Donc j'ai mis en plus gros. Et au-dessus, on voit une espèce de magnitude. Alors est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est juste? Ben, on n'en sait pas trop rien. Si je remets mes cercles rouges un peu sur le ciel, voilà ce qu'on voit. On voit la supernova qu'on veut observer, l'étoile qu'on veut observer, ce qu'on veut observer. Et là, mon étoile de comparaison. On voit bien que dans mon cercle vert, ben, j'ai un gros gêneur là. J'ai un gros machin tout rouge qui est d'ailleurs tout saturé. Paf. Le haut de la montagne, il est complètement coupé. Et celui-là aussi. Paf. On verra tout à l'heure que ça a son importance. Donc ce truc-là, vous pouvez le voir avec MaximDL. Si vous voulez vous amuser, il y a une petite fonction qui permet de faire ça, de ces cartographies-là avec MaximDL. C'est sympa, ça permet de s'amuser, de voir les choses un peu en niveau. Si je prends un cercle un peu plus malin, ben, j'ai toujours compté pareil, mais tu vois ma magnitude comme elle a changé? Il y a une magnitude d'écart entre les deux. J'ai rien changé à mon image, c'est la même, du début à la fin. Juste en changeant mes cercles, je change ma magnitude, je change la manière dont je compte. Par contre, si je remets ça sur la vraie vie, on voit que dans mes cercles verts, là, il n'y a plus rien qui gêne. Donc quand vous allez choisir vos cercles extérieurs, ça va être un vrai choix de se dire, ce que je veux mesurer, c'est gros ou c'est petit, c'est la taille du premier cercle. Est-ce que dans mes comparaisons, ça marche aussi? Oui. Et quand je vais choisir mes cercles extérieurs de mesure, est-ce qu'il n'y a rien qui gêne quand je me promène? Donc cette photométrie-là, c'est la photométrie d'ouverture à 3 cercles. C'est celle qui est la plus largement proposée. Tous les logiciels d'astronomie qui ont la fonction de photométrie, généralement dedans, il y a ça. C'est le truc de base. Et il y a quelque part où on peut toucher la valeur des cercles. Donc je montrerai pour MaximDL Prism comment on peut toucher. Mais c'est grosso modo, voilà ce qu'on peut en dire. Très simple. Alors, un truc sur lequel vraiment, là, il faut écouter, il faut avoir compris, parce que c'est des choses qu'on ne vous vend pas quand on vous vend le capteur CCD. C'est est-ce qu'il est linéaire? Grosso modo, est-ce que si je mets 1 litre d'eau dans un bidon, est-ce que quand je le vide, est-ce que j'ai 1 litre? C'est ça la linéarité. Est-ce que si j'ai un photon qui rentre dans mon capteur CCD, est-ce que j'ai un compteur qui ressort? Ben en fait, non. C'est pas vrai. Pourquoi on a des caméras CCD qui valent 300 balles en amateur et pourquoi elles en valent 300 000 en professionnel? Parce que la zone de linéarité, qui est au centre là, elle est très étendue et que nous, on est pauvres Pékin, on a des trucs qui sont assez resserrés. Alors ce graphique-là, en fait, il est extrêmement simple. Il vous montre le flux de l'étoile, ce qu'on a reçu en photon, et le temps. Alors comment on fait? On a fait une pause d'1 seconde et on a mesuré. On n'a rien vu. Bon, hein. On a fait une pause de 2 secondes et on a commencé à voir quelque chose. Alors ça peut être des secondes, ça peut être des heures, ça peut être des minutes, ça peut être des millièmes, ça peut être ce qu'on veut, hein, c'est les unités de temps. On a fait 3 secondes, ah, ça a commencé à monter. On a fait 4 secondes, ça continue de monter. 5 secondes, 6 secondes, et en fait on s'aperçoit que si on continue de monter, mais en fait notre flux, il commence à s'écraser. Quand on veut faire de la photométrie, notre étoile de comparaison, notre étoile de mesure, ce qu'on veut chercher à mesurer,
Il faut que ça soit compris là, dans ce grand cercle rouge. Donc cette petite manip, elle est super simple à faire et elle permet d'appréhender l'outil photométrie qu'on a dans son logiciel. On prend son télescope, on va dehors, on pointe une zone du ciel, au pif, ce qu'on veut, n'importe où, là, pouf, du moment qu'il y a une étoile dans l'image, et on fait 1 seconde de pause, 2 secondes de pause, 3 secondes de pause, 4 secondes de pause. Un petit bout de tableau Excel, et on se fait ce graphique-là de base qui permet de se dire, ok, mon capteur CCD, entre tel flux et tel flux, il est super linéaire, et entre tel flux et tel flux, ben, il est nul, et entre tel flux et tel flux, ben, il est nul. Donc quand je vais faire ma petite photométrie la nuit, que je vais vouloir vraiment faire un truc pointu, première chose à faire, je fais une image, je mets mon cercle sur mon objet, je suis dans tel flux, c'est top. Je suis là, c'est nul, il faut que je pose un peu plus. Je suis là, c'est nul, il faut que je pose un peu moins. Et ça, c'est pas intuitif, parce qu'en astrophotographie, il faut faire des temps de pause pas possible, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, il faut en mettre. En photométrie, c'est plutôt souvent l'inverse. On est plutôt souvent à dire, ah merde, c'est saturé, il faut redescendre. Il faut redescendre. Et souvent, on se retrouve à faire des 60 secondes de pause, 90 secondes de pause, 30 secondes de pause, 20 secondes de pause, 10 secondes, 1 seconde. Et on a des cartes à jouer avec des petits télescopes. Ensuite, il y a une petite chose qu'on ne dit pas là, c'est que si vraiment cette unité de temps est très faible, des millisecondes, il faudra peut-être un peu se méfier. Donc typiquement, vous avez un très gros télescope et vous avez une caméra qui est très sensible. Qui sait qu'il y a un télescope de plus de 400? Ouais, bon ça va. Donc ça ne vous concernera pas trop. Mais c'est vrai, quand moi j'ai un 500, par exemple, le 500, en 30 secondes de pause, je sature le ciel. Eh oui, au bout de 30 secondes de pause, je fais plus de science. Donc ça peut paraître fou, ouais, mais non, dans des magazines, il y a écrit 200 heures de pause. Ben non, en photométrie, on est souvent sur des pauses assez courtes. Donc, bon ça, vous n'êtes pas trop embêtés. J'ai mis là un petit bout d'idée pour essayer d'attraper des objets un peu faibles du ciel. Donc j'ai mis, pour un 200, 90 secondes. Pour un 300 FD5, 60 secondes. Et pour les C11, qui sont à peu près aussi gros mais un peu plus longs, 60 secondes environ. Donc grosso modo, un bon départ de mesure, c'est 1 minute. Petite minute de pause. Donc qui est capable de faire 1 minute de pause avec son télescope? Tout le monde à peu près? Ça marche? Ouais, enfin voilà. Pas de guidage, rien, truc de base. Bon, voilà. Ben, vous êtes prêts à faire de la photométrie. Voilà. Donc caméra CCD toute nulle, toute vieille, ça marche. Télescope tout nul, tout chromatique, ça marche. Monture de merde qui ne suit pas, ça marche. Ordinateur vieux, pas puissant, ça marche. Voilà. Faut pas avoir peur de se dire ouais, je n'ai pas le matériel, il faut que j'achète des trucs chers avec des filtres et tout. En fait, ce qu'on a déjà, ça suffit. Exactement. Après, par contre, effectivement, tu auras peut-être besoin, comme Jean-Louis qui fait des occultations, d'avoir un appareil complémentaire. Un filtre, un truc qui va te guider vers une manip de science un peu plus compliquée, un peu plus... Mais en fait, au final, la plupart du temps, pour commencer, vous avez besoin de vraiment souvent pas grand-chose, quoi. J'ai fait l'impasse pour pas être trop long, mais on peut le faire avec des Canon, par exemple. Même avec des appareils photo Canon au foyer, on peut faire de la photométrie. Il y a un bout de manip, faut aimer un peu bricoler, mais c'est faisable. Antoine, Ouais. je suis désolé, je vais te reposer la question. Ces temps de pause là que tu donnes, les 90, C'est une idée de départ. d'accord, mais ça quand même, ça dépend de ma cible. Si j'ai une étoile de magnitude 18, elle va être complètement à gauche, elle va être hors du cercle rouge. Donc Ouais. là, ça va pas le faire. Ouais, il faut que tu montes. Mais quand tu vas chercher de la photométrie à la magnitude 18, tu vas vite t'apercevoir que l'erreur que tu vas avoir sur cette mesure, elle va devenir très grande. Ouais. Voire souvent plus grande que ce que tu cherches à mesurer. Ouais. Donc on ne va pas trop parler d'étoiles variables, peut-être ce soir si on a le temps, mais le but c'est que dès que tu vas vouloir, après la mesure elle va être entachée d'une certaine erreur, on va le voir juste un peu après, et en fait si tu veux cette erreur-là, si tu cherches à mesurer une exoplanète à la magnitude 18, ben, en 90 secondes de pause, il y a de fortes chances que ça merde. Ouais. Voilà. Donc il y a aussi la taille de l'instrument qui est adaptée à ce qu'on veut faire, bien sûr. Voilà. Grosso modo, là, ce que je montre, c'est avec un télescope de 300 mm, grosso modo, moi j'en ai fait à la maison, je fais 150 000 observations par an, en moyenne. J'ai jamais observé 2 fois la même chose. Ça en fait des sujets.
Donc je veux dire, vous n'êtes pas cantonné genre à 3 étoiles, un peu pourri et que tout le monde a fait, quoi. C'est vraiment très très ouvert. Alors, si on ajoute du bruit à du bruit, ça fait du bruit. Voilà. Donc ça, c'est moi je suis un peu musicien. Et les gens qui jouent un peu de la musique, voilà, généralement quand tu fais du bruit et qu'il sort du bruit, quoi. Donc grosso modo, si vous avez des images qui sont déjà à la base extrêmement bruitées, il faut peut-être se poser une question de est-ce que je pose suffisamment longtemps, est-ce que je pose suffisamment bien, est-ce que je maîtrise bien mon truc, est-ce que je l'ai refroidi, est-ce que voilà. Il y a quand même une limite à si vraiment le détecteur est nul, bah, le détecteur est nul, quoi. Donc ça, voilà. Moi, ce que je vous dis, expérimentez sur vos images chaque nuit, quand vous en faites. C'est vos images à vous, regardez, conservez-les, mettez-les de côté, mettez-leur un nom qui permette de les retrouver, de se dire, bon ben voilà, voilà. Les conditions atmosphériques. Alors ça, voilà. Il fait beau, et vous avez l'impression qu'il fait beau. Est-ce que d'entre vous ont déjà regardé les étoiles doubles serrées? Alors oui, vous deux, je vous connais, mais les autres? Alors, la lyre, vous avez une double-double dans la lyre. Si vous arrivez à la résoudre à l'œil nu, vous êtes sous un ciel merdique. Et en fait, il y a une double-double-double dans la lyre. Et si celle-là, vous la voyez, ça veut dire que le ciel, ce soir-là, il n'est pas mauvais. En photométrie, ça nous impacte comme en astrophotographie. Si le ciel est naze, ben vous aurez des images empâtées. Donc si vous cherchez à mesurer quelque chose qui est variant très faiblement, si c'est empâté dans la turbulence, c'est empâté dans la turbulence. Ce n'est pas miraculeux non plus, hein. Voilà. Et vous pourrez utiliser tous les logiciels du monde pour essayer de faire un truc, ben vous n'y arriverez pas. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? La Lune se lève, ben, les temps d'exposition, il faut les diminuer, hein, parce que le fond de ciel va commencer à monter. Des lumières de la ville à proximité, ben, pareil, hein, on va voir un petit peu après derrière ce qui se passe quand on est en campagne et à côté de la ville. Et donc après, attention au niveau du ciel noir, c'est-à-dire grosso modo, on peut avoir dans les angles des images, des choses qui viennent gêner. Donc typiquement, une étoile très brillante que vous ne voyez pas sur votre image, mais que le télescope, lui, voit, et qui crée en fait des halos lumineux autour de vous. Donc ça, c'est typiquement quand vous avez des grosses étoiles bien brillantes, pas loin du champ, et dans des télescopes très petits, des lunettes, des choses comme ça. C'est là le truc qui peut gêner, quoi. Alors les temps d'exposition, donc tu as pu demander la question, ben là voilà. Donc c'est comment abréger sa souffrance par une froide nuit d'hiver. Donc grosso modo, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va poser pas longtemps et puis on va vite aller se mettre au chaud. Alors, grosso modo, voilà comment je fais, pour être tout à fait didactique. J'ai fait une image avec mon télescope. Le truc que je veux mesurer, ben, c'est ça. Donc ça, c'est une super image de photométrie, hein. J'ai mis une galaxie au début pour vous faire plaisir, mais c'est top. C'est ça que je veux mesurer, c'est celle-là. Je sais, c'est mon étoile à moi. Et qu'est-ce que je vais regarder? Là. Donc là, il y a écrit maximum 5425. Je fais quoi d'après vous? Plus de pauses ou moins de pauses? C'est le début. C'est 65 000, 62 000 le maximum, non? Moi, je suis gentil, je vous ai mis les anti-sèches là. 5000 ADU, 5000 maximum. Dans mon image, le pixel le plus élevé, il fait 5000. Mon capteur, il est linéaire entre 25 et 55. En moyenne, capteur CCD, c'est à peu près ça que vous trouverez. Donc si tu es à 5000, camarade, tu peux augmenter le temps de pause, hein. Tu peux y aller. Par contre, si maintenant je viens mettre mon cercle sur ce gros phare, il y a de fortes chances que ici, je lise 65 000. Camarade, réduis ton temps de pause. Tu es en train de tout me saturer. Deuxième chose, est-ce que dans mon champ, est-ce que j'ai des étoiles de comparaison? Grosso modo, est-ce que j'ai d'autres étoiles qui ont à peu près la même intensité lumineuse que celle-là? Est-ce que je vais pouvoir comparer? Si je veux des magnitudes, il va falloir que je compare. Donc si vous cherchez à mesurer un phare énorme, ben, ça va vous compliquer la vie. Il faudrait que vous en ayez deux à peu près dans le même champ, quoi. Les étoiles comme ça, magnitude 13, 14, il y en a partout. Mais et voilà. Et ça, vous allez avoir les mêmes problèmes pour résoudre la discussion qu'on a eue à midi, quand vous allez vouloir aller chercher des étoiles à magnitude 20. C'est-à-dire que vous allez sûrement voir la cible que vous voulez, mais vous aurez sûrement du mal à en trouver une autre. Voilà.
Donc ça, c'est les petites choses qu'il faut bien avoir en tête. Si l'étoile est bien focalisée, généralement, ben vous connaissez tous un peu la FWHM, là. Donc c'est la largeur à mi-hauteur de l'étoile. Grosso modo, plus on focalise, plus ce chiffre devient petit. Ça veut dire que plus l'étoile, en fait, est bien au point, bien focalisée. Donc forcément, hop, plus le temps de pause diminue, parce qu'au même endroit, on met plein de photons. Voilà. Donc ça permet aussi de voir si on est bien focalisé. Je parle un peu d'allongement. C'est vrai que si vous avez un télescope qui danse à lambada, bon ben ça rend un peu les choses un peu difficiles, parce que l'étoile, de pause en pause, elle se balade, elle est tordue, non, oui, un peu, oui, non. Donc vous allez voir votre courbe de time series là qui va faire des espèces d'oscillations là, et c'est souvent le télescope qui suit pas super bien. Donc faut quand même, si vous avez une monture qui marche à peu près bien, c'est quand même bien, mais il faut pas s'affoler de se dire ah putain c'est pas zéro, l'étoile est un peu tordue, voilà, non plus, il faut pas tomber dans un délire. Ça c'est une bonne image, F2HM de 3 et rotondité 0,20. Pour moi tout à fait acceptable. Sincèrement, il ne faut pas chercher à faire des images plus compliquées que ça, quoi. La même chose dans Prism. Voilà, donc ça c'était Maxime DL. Donc on obtient en fait ce petit truc là en cliquant là sur l'espèce de cible là. Voilà. Et dans Maxime DL, en fait, vous avez un truc qui s'appelle CTRL M et vous pouvez venir cliquer sur vos étoiles et ça vous donne en fait le flux ici. Voilà. Donc là on a un flux qui est énorme, 4 625 421. Comment je suis arrivé à avoir ce chiffre énorme? Hein? En empilant. En stackant. Donc on en parlait. Grosso modo, un capteur CCD, on peut le comparer à un stade de foot, ou au stade ici, enfin au champ des nattes. Il pleut, et je veux savoir combien il a plu aux nattes. Bon, je mets un pluviomètre au milieu là, et puis j'attends, et puis je viens de le mesurer. Bon. Puis je suis un mec de science et tout, j'aimerais bien savoir s'il a plus plu là-bas sur les Dobsoniens, ou s'il a plus plu là-bas sur les mecs qui font de la CCD. Donc je vais recouvrir tous les nattes de saut, c'est mon capteur CCD. C'est mes pixels, et je vais attendre qu'ils flottent. L'ondée va passer sur les nattes, et patiemment, avec mon petit carnet, saut par saut, je vais aller voir dedans s'il y a eu 2 gouttes, 3 litres, etc. Le capteur CCD, il fait exactement la même chose. Admettons que ce n'est pas une petite ondée, mais un espèce d'énorme orage qui me tombe dessus, et en quelques minutes, mes sauts ils commencent à se remplir. Si je les laisse déborder, je ne peux plus rien mesurer. Donc il va vite que j'aille vider tous ces sauts qui sont pleins, pour pouvoir continuer de mesurer qu'il a plu en fait que là-bas sur les Dobsoniens qui ont une science obscure, et que là où les photométristes étaient, c'est très beau. Si, c'est vrai. Donc en fait, grosso modo, quand on veut stacker, quand on veut additionner, on fait qu'une addition simple, mais par contre, il faut que les images qu'on additionne, elles ne soient pas saturées. Il faut que l'objet avec lequel on a envie de mesurer, il ne faut pas que lui-même soit saturé. Si je additionne des trucs saturés, j'obtiens un machin saturé, ma mesure, elle est nulle. Donc en fait, grosso modo, c'est des petites choses qu'on ne voit pas en astrophotographie, on ne vous montre pas trop ça. On dit, ah ben voilà, là il faut poser 5 minutes. Pourquoi? Bon non, c'est foutre rien, c'est 5 minutes. Donc là, grosso modo, avec ces outils-là, ça vous permet de voir si effectivement vous avez saturé vos images, et quand vous allez empiler, est-ce que ça va marcher? Question de base, est-ce que ça marche sur une galaxie? La galaxie, le cœur de la galaxie qui est plus lumineux que... Ouais. Alors je reviens un peu au début. Au lieu de faire un cercle rond, si je fais un cercle turlututu, bah, je fais un turlututu de la forme de la galaxie et je mesure. Et je mesure son flux. Et je regarde que je ne la sature pas au cœur, par exemple, si je n'ai pas envie de saturer le cœur. Mais rien ne m'empêche en fait de faire monter, par exemple des bras ou une zone de la galaxie que j'ai envie de chercher. Il suffit simplement que je fasse un turlututu de comparaison ailleurs dans mon image. Alors, il n'y a pas grand logiciel amateur qui permette de faire des cercles turlututu. C'est rond, généralement, chez Prism et chez Maxime DL, c'est rond. On ne peut pas faire. Mais en fait, rien ne vous empêche, si vous bricolez un peu le Python, d'aller faire des cercles de photométrie
ovoïde, en forme de nuage, de ce que vous voulez, quoi. Voire avec un trou au milieu. Rien n'empêche d'avoir un truc sur le tutu avec un trou au milieu. Du moment que je compare toujours avec ce truc-là, ça marche. Expérience de base de départ, j'ai posé du temps. Donc là, de mémoire, c'est des secondes sur une étoile pas trop brillante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 secondes, les temps sont en bas. Et de haut en bas, de haut en bas, c'est le flux de l'étoile. En bleu, c'est mon étoile. En orange, c'est le fond de ciel, donc la partie verte de notre cercle de mesure, quand je suis en ville. Et quand je suis à la campagne, c'est la partie jaune. J'ai fait le petit calcul d'écart entre le bleu et le orange et entre le bleu et le jaune. Et je vous l'ai montré là. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, plus je vais avancer dans le temps, et plus mon rapport signal sur bruit, il monte, c'est logique, et sous un ciel de ville, il s'effondre. Donc ça veut dire que le fond de ciel a atteint la zone de linéarité de mesure de mon capteur, il monte en même temps que l'étoile et se rejoint. C'est ce qui se passe ici. Et puis ensuite, l'étoile, elle ne brille pas suffisamment, ça s'effondre. Donc tu te rends compte que sur cette étoile particulière-là, en ville, le temps de pause réel qui est bon, c'est 7 secondes. Et si je prends la même étoile avec le même instrument, le même capteur et que je m'en vais à la campagne, le temps de pause idéal, c'est le double. Donc ça, c'est la petite manip qui va bien. Donc si vous savez faire ça, si vous savez l'automatiser, si vous avez des bouts de script, vous avez monté votre matériel, il est en station, ça pointe un peu où on veut, vous avez fait vos photos de galaxies, vous avez fait votre M42 ou M13, vous avez observé, tiens, je vais me faire un peu une petite manip de photométrie, Caillot il m'a expliqué, bam, un petit bout de time series, là, vous observez, tac, 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 et vous regardez votre signal sur bruit. Et vous allez faire ce graphique-là, vous allez vite le voir, le rapport signal sur bruit qui s'effondre. Et vous allez trouver, pour l'objet que vous voulez mesurer, le meilleur temps de pause. Ça va, ça? C'est pour vous, ça... Ouais? Ça vous parle? Ça fait un jeu ou pas du tout? Alors, une application à gauche, un objet, toujours le même caméra, même matériel, même temps de pause, tout pareil. À gauche, le ciel de ville. Alors désolé, c'est en anglais, c'est incrusté dans l'image, bon bref. Ensuite, ciel périurbain, ciel de campagne. Et ça, c'est un ciel de campagne avec 6 images. Donc, aller à la campagne, pour faire de la photométrie, c'est quand même, ça vaut le coup, quoi. Hein, je veux dire, sans... Voilà. C'est la seule image qui est un peu sioux, donc je vais vous demander de me faire confiance. Une seule image, 5 images, alors tout le monde a reconnu le bout de la trifide là, hein, c'est, voilà, pour ceux qui connaissent bien. Tac, 15 images, 30 images. Vous allez dire la trifide elle est toujours aussi nulle, et vous aurez franchement raison, mais pour moi l'image elle est bien meilleure. Si on regarde là, le rapport signal à bruit il a fait quoi? Il est monté. Il est monté pourquoi? Parce que ces étoiles-là, elles ne sont pas saturées. Et au final, en fait, la trifide, elle est restée dans la zone de non-linéarité du capteur. Et on a réussi à faire monter les étoiles et la nébuleuse, elle est restée là. Si j'avais voulu observer la trifide, j'aurais fait un temps de pause vachement plus long. J'aurais saturé toutes les étoiles qui resteraient des points blancs et j'aurais fait monter ma galaxie. Voilà. Donc si je fais une mesure là avec un truc sur le tutu, je peux mesurer mon bout de galaxie. Donc ça, franchement, le rapport signal à bruit, dans une mesure de science, c'est fondamental. Pour ceux qui auraient du mal, vous êtes à un concert de hard rock et vous essayez de chuchoter à votre voisin. Voilà, ça ne va pas marcher. Voilà, le rapport signal à bruit, c'est ça. Le signal, c'est vous qui chuchotez, le bruit, c'est le mec qui est barbu et qui joue avec une espèce d'énorme guitare. Voilà. Par contre, concert de musique classique et vous avez ma voix qui porte sans micro, rapport signal à bruit, généralement, moi je m'en sors, il n'y a pas de problème. Alors, le Dark Flat Offset & Co. Un flat de merde,
c'est un flat de merde. Et c'est souvent ce qui ruine une série de photométrie. Si vous ne savez pas les faire, ne les faites pas. Donc, je ne vous en parle pas. Voilà. Parce que, ouais, les flats, machin, là. Un offset, c'est simple. Temps de pause le plus court possible ou 0, ou la fonction de la caméra qui va bien. Je fais 10 offsets, basta. Le dark, c'est simple. La fonction de la caméra, où je mets un gros bouchon devant mon télescope, le même temps de pause que ce que je viens de faire en imagerie. Donc si j'ai dit, il me faut 13 secondes ou 7 secondes pour faire ma série d'images, je fais un dark de 13 ou 7 secondes. Le même temps de pause. Je fais un offset. Voilà ce que ça donne dans la vraie vie des vrais gens. Tu vois, donc en haut, on a une caméra pro, donc c'est la mienne. Voilà, paf, tu fais une image, elle sort comme ça. Une caméra comme ça vaut 80 000 €. Désolé. Dans la vraie vie des vrais gens, en fait, c'est l'image de droite. Tu as une galaxie de merde que tu vois à peine. Et pourtant, si tu lui soustrais le dark, si tu lui soustrais l'offset, vous avez fait l'économie de votre vie. Par contre, vous l'avez bien fait. Et voilà. Pourquoi une caméra de séance, elle est ch'ti chère? Parce qu'elle est extrêmement linéaire, extrêmement sensible aux basses lumières. Elle a un bruit de lecture qui est très faible. Les darks, c'est inexistant. D'ailleurs, vous pouvez faire... voilà. La caméra du haut à gauche, elle est refroidie à moins 125 degrés. Tout le temps. Voilà. Ça vous donne un ordre d'idée. Les caméras professionnelles aujourd'hui, on travaille à moins 200 degrés, moins 250 degrés. On s'approche des zéros absolus sur les imageurs, quoi. Voilà, on est dans un autre monde, mais nous, avec nos caméras un peu nulles. Voilà. Les darks, moi franchement, faites-les au début. Vous avez votre temps de pause, vous savez ce que vous allez faire, vous êtes sur votre cible, vous êtes prêt, mais passez au stand, hop, vous me faites 10 darks, 10 offsets, ils sont faits, vous les enregistrez dans un dossier, ils sont là. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Vous allez faire votre image, vous allez partir ailleurs, et puis vous allez m'oublier les darks et les offsets. Donc à la fin, vous allez dire, ah, fait chier, le père Caillot, on va lui faire une dark de merde, là, hop, on soustraira, il ne le verra pas de toute façon, hop. Voilà, donc quand vous êtes sur votre cible, vous avez votre temps de pause, paf, faites-moi les offsets et les darks, c'est vite fait. Les temps de pause ne sont pas monumentaux, et au moins c'est fait, vous les avez. Notamment les gens qui ont des batteries. Si vous avez des télescopes à batterie, dans le champ, on est sur sa batterie 12 volts, souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est la fin de la nuit, et pouf, plus de batterie. Et donc le dark, hop. Et c'est dommage parce que tu vois ce que tu rates? À droite là? Antoine, avec les caméras maintenant elles sont toutes avec régulation thermique. On peut quand même faire du dark plus tard oui, oui. Ouais, là, si vraiment tu es confiant dans la reproductibilité de ton truc, oui. Alors, bien faire attention à des subtilités qu'on a déjà vues. C'est-à-dire, tu as le télescope qui est calibré, on va voir après comment on le règle. Et puis, en fait, grosso modo, tu as fait une série d'images ici, le télescope s'est retourné au méridien, et qu'est-ce que va te faire ton logiciel? Il prend ton dark et il te le retourne. Donc si tu fais des images là, les darks ici, c'est pas improbable qu'ils fassent l'un ou l'autre. J'ai cherché pendant des mois pourquoi mon prisme de merde, mon prisme de tête, me faisait pas les darks correctement. Parce que tu fais ton LT-DOF. Non, parce qu'il les prenait comme une image. Il y a des cases à cocher à des endroits pour pas qu'ils retournent les images, etc. Donc méfiez-vous de ça. C'est pour ça que quand tu les fais au début, si ton début de série il est bon et que quand tu as passé le méridien c'est nul, d'emblée, paf, tu discrimines. Tu dis, quand je suis passé au méridien, que je me suis retourné, il y a un truc qui a foiré. Et c'est comme ça que je m'en suis rendu compte en m'amusant en fait sur des variables à longue période. C'est-à-dire grosso modo des 12 heures d'observation non-stop du coucher du soleil à peu près jusqu'au lever du soleil. Tu es sur le même champ toute la nuit, tu observes. Donc forcément, tu passes au méridien et j'ai foiré 3 ou 4 nuits d'observation en disant mais putain mais je suis con ou quoi je l'ai fait mon dark. Et en fait, j'ai compris après ce qui se passait dans la tête du logiciel. Il retourne l'image pour qu'elle m'apparaisse toujours dans le même sens. Et le dark, ben lui, dans l'os. Et voilà. Bon, c'est des petites subtilités, quoi. Alors, le fit header. Vous avez déjà entendu parler de ça, le fit header? Voilà. Ou l'art discret du sachoir, comment les pros ils le font dans la vraie vie. Alors, comment ça marche un professionnel? Ben, ça ne fait pas 10 images. Pour se donner un ordre d'idée, le télescope que je construis pour le CNES, là, en ce moment, 4 caméras, 80 mégas par image, une image toutes les 10 secondes, et tant qu'il fait jour et tant qu'il fait nuit.
On se parle? Voilà. Donc si vous savez un peu compter, 6 x 4, 24, 240 images à l'heure, 10 heures de nuit, 2400 images par nuit. C'est un seul et unique télescope de surveille, on en a 10 sur la planète. Donc le thésard, le matin, quand il arrive sur son ordi, il a 24 000 images à traiter. Voilà, ça c'est fait. Fripon, une image par minute. Combien de stations? En France, 110. 110. Il y a combien de minutes dans une journée? 200 en Europe. Ouais. 720. 36 000. Voilà. Donc, une caméra, 36 000 images par jour, fois 100 et quelques stations, 360 000 images par jour, fripon. Et là-dedans, cherche un météorite. Alors, Dieu, dans son infinie bonté, je ne suis pas croyant, mais là, j'y crois, il a créé le FeedHeader. Patatras, voilà, c'est ça le FeedHeader. C'est la recette de cuisine de mon image. Ouais, la métadonnée. Ce truc-là, vous êtes déjà allé voir un peu là-dedans le FeedHeader, vous avez déjà appuyé sur votre bouton, voilà. Le FeedHeader, c'est génial parce que grosso modo, il m'a conservé la recette de cuisine de mon image. Un astronome professionnel n'ouvre pas les images. Généralement, la première fonction du script, c'est d'aller chercher dans le FeedHeader, c'est quoi, c'est quand, c'est où, c'est comment, c'est fait avec quoi. Et avec ça, on commence à trier. On met les ingrédients de côté. Donc ça, c'est vraiment important. Alors pour y arriver, il y a toute cette grande liste là, à côté. Donc je vais vous montrer simplement quoi faire et quelles sont vraiment les informations importantes pour que le FeedHeader il soit OK. Qu'est-ce que ça vous amène dans votre vie ça? Ça va vous permettre, le jour où vous avez fait la time series de l'année, là, vous avez observé l'occultation de fou super bien, vous avez observé une supernova pendant une semaine, là, tous les soirs et tout l'été, là, et fait des belles photométries super bien, vous avez observé des binaires au contact toute une nuit, avec un bon rapport signal à bruit et tout, c'est top. Vous envoyez ça à un professionnel, le mec il ne regarde même pas les images. Il met ça dans la babasse, soit ça passe pas. Moi ça a mis 1 an à passer. À avoir que toutes les valeurs soient bonnes. Par contre, ça a été ma grande fierté. Il rentre ça dans l'ordi, il rentre une ligne de code, paf, la courbe de lumière qui sort. Ah, ça m'a... J'ai dit, ouais, là, il y a du boulot encore pour progresser. Donc, je vais vous montrer un peu ça. Vous, ça va vous aider aussi à savoir, à vous retrouver vos petits, 2 ans après, à savoir cette image-là, qui est sublime. Hein. Ouais, pour moi, c'est une magnifique image. C'est quoi? Donc quand au milieu il y a une grosse galaxie, c'est facile, on voit ce que c'est. Mais là, là c'est un peu chaud de savoir qu'est-ce qu'on a observé, quoi. Voilà. Donc là-dedans, en fait, on a quoi? On a l'heure, la position sur la planète, la température du CCD, où on pointait, comment on a fait, comment ça s'appelle. Alors Maxime DL, il y a un petit onglet qui est là. En haut, là, j'ai entouré, qui vous ouvre un panneau magique dans lequel on renseigne un peu tout ça. Voilà, le télescope, l'instrument, l'observateur, vous pouvez mettre ce que vous voulez un peu, hein, des infos pour vous. Voilà les informations importantes. La focale du télescope, son diamètre, son obstruction, où vous êtes sur la planète et quelle heure il est. Voilà. Le télescope, où vous êtes sur la planète, quelle heure il est. Ça, si vous avez déjà tout ça de rempli, vous allez vraiment faire des merveilles, quoi. Ça peut paraître bête, mais qui a déjà renseigné la focale de son télescope dans son logiciel d'imagerie? Allez, 1 point de plus pour les lèche-culs. 2, putain, allez, on distribue. 3. Ah ouais, tout le monde lève la main. Ouais, mais toi, t'as pas le droit de jouer. Donc ça, à quoi ça sert? À calculer un champ de vue. T'es le 2 juin 21, il est 5h04 du matin, tu habites 4338 205, c'est Toulouse, tu as un télescope de 500 et qui fait 2507 mm de focale. Ce que tu es en train de regarder sur le ciel, c'est gros comme ton pouce et c'est là. Je connais l'élévation, je connais la masse d'air, je connais le coefficient d'absorption, je connais la diffusion de Rayleigh, je connais la diffusion de Mie. Si j'ai 5 minutes, j'appelle le service météo de l'aéroport de Toulouse, j'ai la masse d'air.
Donc ton image de photométrie que toi tu pensais naze, moi je sais te dire si dedans tu as vu un truc ou pas. Voilà ce que fait le pro avec vos images. Prisme, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu touffu comme d'habitude. Il y a à peine. Il y a plusieurs fenêtres, donc il faut être un peu vigilant. Je vous ai mis les petits raccourcis là, si vous voulez reprendre le bout de site. Voilà, donc là on a le site qu'il faut paramétrer. Dans les onglets options du garde du ciel, il y a le télescope, il y a ce qu'on utilise comme caméra, son orientation, tout ça. Et puis après, dans un autre onglet qui s'appelle CCD et télescope de mémoire, on rentre encore un peu des informations pour que ça finisse par marcher. Alors, avec ou sans filtre? Eh bien, on s'en fout. Donc, généralement, on n'a pas d'argent et on commence sans, et ça va très bien. On peut faire plein de choses sans filtre. Honnêtement, vous ne prenez pas la tête avec ça, ça vaut cher. La plupart du temps, on n'achète jamais les bons au départ. Sur les mauvais conseils de quelqu'un, n'achetez pas de filtre. Voilà. Si vous avez des filtres rouge, vert, bleu pour faire de l'imagerie rouge, vert, bleu classique, utilisez-les. Ils vont très bien. Si vraiment un jour vous faites une découverte de science avec vos filtres rouge, vert, bleu de base, un coup de spectroscope et je vous dirai leur bande passante et je pourrai calibrer mes données. Voilà. Vous mettez votre filtre devant un spectroscope, vous l'éclairez et vous allez trouver sa bande passante. Donc avec ça, je pourrai calibrer. Ça sera la merde pour moi, mais voilà. À quoi sert un filtre de photométrie? À ce que tout le monde ait la même bande passante. C'est tout. Donc c'est l'idée de Thierry Midaven avec Rapace, en disant vous voulez faire une manip de science, mais on vous fournit les filtres, vous en avez besoin finalement que rarement. Voilà la mallette, vous l'utilisez, vous me la rendez. Très bonne idée. À mon avis, c'est l'une des idées de photométrie récentes qui est super bien, parce que je trouve que l'idée est géniale. Un jeu de filtre Sloan carré à la dimension 40-40, vous êtes assis? 2500 €. Voilà, ce que ça coûte vraiment des filtres. Donc j'en ai un jeu que je conserve précieusement. En même temps, quand tu es là, personne ne le surveille. Ouais, voilà. Donc Maxime DL, voilà. Alors, toujours pareil, en fait, grosso modo, quand on va faire des images noir et blanc, on va avoir vite fait de savoir plus qu'on a fait avec les filtres. Donc, quand on va vouloir traiter les images, d'avoir les filtres de renseigner, ça va vraiment, vraiment, vraiment vous aider, quoi. Donc voilà, donc le fit header, moi j'ai mis le pouvoir insoupçonné de la minutie. Mais quand tu as fini, en fait, voilà ce que tu as dedans. Ton truc, il est bien complet. En fait, toutes les informations, elles se mettent une fois que tu as configuré ton logiciel. Une fois, tout se fait tout seul. Voilà. Alors si vous avez un truc qui gère la caméra, un truc qui gère le télescope, un truc qui vous montre le ciel, un truc qui fait la mise au point, un truc qui fait... Essayez de tout mettre dans le même logiciel, de manière à ce que toutes ces informations elles soient réunies au même endroit dans le fit header. Souvent les fits ils sont très incomplets parce que le gars il dit ah ouais, mais moi j'ai une caméra attique et le truc attique il est bien parce que j'ai compris où cliquer sur le bouton et ça fait mon image. Ah, le télescope j'utilise C2A parce qu'il est facile. Voilà. Donc essayez vraiment d'essayer de tout remettre. C'est pour ça que je vous montre Maxime DL et Prism parce qu'ils arrivent à peu près bien à mettre tout au même endroit sans trop se complexifier la vie, quoi. Voilà pour Prism, c'est l'onglet information, il vous montre si vous avez bien rempli tous vos trucs et normalement là vous devez avoir plein d'infos. Voilà, calibration astrométrique et photométrique, donc on arrive vraiment à ce qu'on veut faire, on veut avoir notre étoile en magnitude. Alors en Prism, je vais commencer par là parce que c'est l'un des plus capricieux à mon avis. Difficile, vraiment, enfin franchement ça aboutit pas souvent, ça merdouille, voilà. Vous êtes obligé de passer par l'astrométrie pour faire de la photométrie. C'est-à-dire, grosso modo on est obligé de dire je veux cette étoile en Radec, enfin ascension droite et déclinaison et je veux un catalogue. Voilà, soyez patient. La petite astuce que moi j'ai trouvée c'est le polynôme ici là. Essayez de mettre un degré de polynôme assez faible et demandez à Prism de vous montrer l'état du calcul. Souvent, ça sauve la mise. Souvent, ça sauve la mise. On sait qu'on a abouti quand on a, comme là sur l'image, le nord et le sud montrés sur l'image et les étoiles qu'il a pris pour référence. L'état du calcul en photométrie. À partir de là, si je fais un CTRL M, contrôle mesure en prisme sur n'importe quelle étoile du champ, bam, il me sort une magnitude.
Très bien. Quelles sont les étoiles de comparaison qu'il a pris? On n'en sait foutre rien. Est-ce qu'elles sont saturées? On n'en sait foutre rien. Est-ce qu'elles sont allongées? Bref. C'est une photométrie, mais que vous ne maîtrisez pas. C'est le côté boîte noire, et ça, pour moi, c'est pas supportable. Maxime DL est plus permissif sur l'astrométrie. Voilà, c'est un truc il est plus ouvert, il est moins chiant. Il donne des résultats qui sont tout à fait comparables. Grosso modo, si vous êtes capable de faire une astrométrie à quelques secondes d'arc, je dis bien quelques secondes, ce qui est énorme, vous arriverez à faire la distinction dans les catalogues. Voilà. Donc une astrométrie précise au centième de seconde, à part pour les astéroïdes, mais sinon il n'y a pas besoin. Une étoile, elle est là, à la seconde près, on saura où c'est qu'elle habite. Donc pareil, bon, il y a quand même des petites subtilités. Si vous avez mal rempli votre caméra, si vous avez mal rempli vos focales, si vous avez mal rempli vos trucs au départ, ben, l'astrométrie, elle va merder. Ça, voilà, c'est la première source d'emmerde, c'est j'ai mal rempli mon truc. Alors, petite subtilité, les unités. Méfiez-vous des unités. Par exemple, les dimensions de pixels en microns. Bah, tu dis, ouais, c'est cool, 4,5 microns, sauf que le logiciel, il vous les réclame en millimètres. Donc en fait, vous êtes en train de lui dire, ouais, mon capteur CCD, il a des pixels Comac, hein. Un peu Marseille, un peu, tu vois. Donc voilà, donc soyez vigilants sur les unités. C'est le cas de Maxime DL. Le truc là, ça se rentre en microns. Voilà. Bon, moi j'ai mis des millimètres, à un moment donné, ça marche moins bien. Et là, miracle, quand je clique quelque part sur l'image, eh ben, j'ai la position de l'étoile et sa magnitude. Alors il est temps d'utiliser Aladdin. Voilà, donc petite photométrie, toujours la même saloperie. Et on a notre valeur qui s'affiche là-haut. Ouais. Justement sur la photo, juste avant, celle-là, voilà. Dans ton cercle de fond du ciel, là, t'as une étoile. C'est vraiment gênant, ça va te faire une moyenne? Ça va me faire chier. Okay. Alors honnêtement, le bout de présentation est un peu tronqué, parce que normalement, après derrière, j'attaque en fait sur la photométrie en champ contraint. Et là, vous allez me dire, ouais, on arrête, parce que j'en vois quelques-uns déjà qui... Et voilà. On peut en parler pour ceux qui veulent aller plus loin, faire de la photométrie en champ contraint, mais vous allez me dire, t'es un peu fou. Le but, c'est juste que vous essayez de faire. Ce que je vais vous montrer là, par contre, ce qui est important dans la dernière demi-heure, c'est vous montrer le logiciel un peu professionnel. Alors, qui c'est qui connaît Aladdin? Ah, c'est cool. C'est bien. Et les autres? Alors, quoi c'est Aladdin? Bah, c'est la Bible. C'est Aladdin, en fait, c'est gratuit. Aladdin, en fait, c'est maintenu par le Centre des données spatiales à Strasbourg, le CDS à Strasbourg. Ils ont dit, tous les laboratoires, tous les observatoires, partout dans le monde, ils ont des bibliothèques avec des catalogues dedans. Sauf qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'un tel avait le catalogue qui était périmé, un tel n'avait pas tout le catalogue, il n'avait pas tout acheté, un tel, il n'avait pas la dernière mise à jour. Il a dit, ça, c'est la merde. On va faire une base de données avec dedans tous les catalogues bien classés, bien rangés, et on va proposer un outil gratuit. Ça ne s'installe même pas sur un ordi. C'est-à-dire vous le prenez, vous le déposez sur votre bureau en Windows. Il n'y a pas d'install. Souvent les gens me disent, je ne suis pas arrivé à installer Aladdin, je n'ai pas trouvé. Tu as cliqué sur l'icône? Ah ben non, ça ne s'est pas installé. Clique dessus et paf, ça démarre. C'est un exécutable Java, ça n'a aucun fichier que l'exécutable lui-même. On arrive sur ce truc-là qui est tout noir là. Ça peut faire un peu la trouille. Je vous explique là comment en fait charger une image. Si vous avez donné une solution astrométrique à votre image, Aladdin va la manger. C'est le juge de paix. C'est-à-dire qu'un professionnel, il utilise le même algorithme qui va chercher dans votre feed-header toutes les informations et qui va aller les coller dans Aladdin. Si votre image, elle passe là, ça veut dire que vous êtes prêt à bosser avec les pros. C'est pas compliqué. Sincèrement, c'est vraiment pas compliqué. Si ça passe là-dedans, ça passe là-dedans. Donc là, j'ai fait ma série qui s'appelle GW 2019-07-19, Gravitational Wave de 2019, en juillet, le 19, l'image 5, et pam, il me montre mon champ, l'orientation de mon champ. Tous les points rouges, c'est toutes les étoiles du catalogue que j'ai sélectionné. Donc dans ce cas-là,
j'avais sélectionné un catalogue UCAC 4, parce que c'est celui qui est demandé par mon professionnel quand je fais les ondes gravitationnelles. Il me dit, c'est mon catalogue de référence. Et il me montre, sur mon image, toutes les étoiles qui sont des étoiles de référence du catalogue UCAC. Donc là, on a 20 minutes de champ, et on cherche des étoiles entre la magnitude 14, 15. Voilà. Donc là, j'ai de la comparaison. J'ai de la comparaison. Donc ça, si vous arrivez à ça, c'est que vous êtes prêt à bosser avec les professionnels. Voilà. Alada, c'est gratuit. Voilà. Et il y a des outils, on peut en parler ce soir pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, où on peut aller limiter les catalogues, on peut aller chercher des étoiles de comparaison un peu précisément dedans, etc. C'est vraiment, vraiment bien fait. Là, j'ai cliqué sur une étoile, celle-là, elle me plaît. C'est pour une étoile qui n'est pas saturée, qui me semble bien, elle n'est pas variable. Alors quand je clique dessus, c'est ce qui est génial avec Alada. Attends, non, pardon, excuse-moi, je fais une truffette. Si vous n'arrivez pas à faire si vos images, elles n'aboutissent pas dans Alada, vous avez fait votre truc, vous avez tout suivi ce que Caillou il a dit, vous mettez dedans, ça merde. Bon, ça peut arriver. Et vous avez dit, ah c'est nul et tout, il m'a raconté que tes conneries. Il existe astrométrie.net. Ça ne marche pas en nomade, on est obligé d'être à la maison, il faut une connexion internet. On met la première image de la série et on lui dit, vas-y Kiki, dis-moi où j'habite, dis-moi ce que j'ai vu sur le ciel. Donc ce truc-là, il y en a qui utilisent astrométrie.net? Un peu. C'est long. C'est très long. Alors, c'est très long quand tu lui donnes rien à manger. Astrométrie.net, il est très con, il va aller d'abord regarder ce qu'il y a dans le feed header. Donc si tu lui manges du fil à bouffer une image fit, il n'est pas con, il va dire alors il est où? Là sur la planète, quelle heure il est? Là, d'accord, où c'est qu'il a regardé? Là, et il va chercher d'abord là où tu lui dis. Ce qui est logique. Après, bon, tu t'es un peu foiré sur la date, tu t'es un peu foiré sur la position du télescope. C'est pas grave, il va essayer de chercher autour et puis il va finir par aboutir. Mais si l'image est à peu près contrainte, ça marche. L'astuce, c'est d'aller sauvegarder cette image-là. Là. Cette image-là, en fait, elle a la solution astrométrique dedans, en elle. Elle a la recette de cuisine. Et si tu la prends et que tu la jettes dans Alada, belote, ça marche. Voilà. Donc ça, c'est le petit truc cool. Par contre, vous ne pouvez pas le faire sur le terrain. Enfin, ou alors, il faut brancher le téléphone à l'ordi, avoir une connexion 4G. Ça complexifie les choses. Mais voilà, c'est subtilité, quoi. Alors, voilà. Si je prends la magnitude qui est donnée par mon Alada, là, ben rien ne m'empêche en fait d'aller la remettre dans mon logiciel. Donc on voit qu'on peut calibrer en magnitude. La plupart des logiciels, ils vous disent, cette étoile-là, elle fait combien de magnitude? Donc qu'est-ce que fait le logiciel? En fait, il compare. Il dit ça, il y a tant d'ADU, magnitude 12. Tu veux mesurer ça, il y a tant d'ADU, ben magnitude tant. C'est une bête règle de 3 toute simple, quoi. Voilà ce que ça fait. Donc généralement, moi j'aime bien MaximDL parce qu'il n'y a qu'une seule étoile de comparaison, mais au moins on est sûr de ce qu'on fait. On est sûr que l'étoile qu'on a choisie, elle est bonne, elle est juste, quoi. Voilà pour Alada. Alors, AstroImage J, il y a des gens qui ont déjà utilisé ça. Alors AstroImage J, c'est gratuit, vraiment. C'est le degré au-dessus, un peu le MaximDL. C'est-à-dire que là, vous commencez à toucher, vous voulez faire des trucs en photométrie qui sont un peu pointus, qui commencent à être un peu plus contraints. L'avantage d'AstroImage J, c'est qu'on choisit vraiment ce qu'on fait en termes de photométrie. Les images sont calibrées au départ, on les a traitées. Elles arrivent ici avec le petit logo là qui disent on sait où on habite sur le ciel. Si on se balade avec notre souris, ben pareil, hein, on a les coordonnées généralement qui bougent, on voit où on est. AstroImage J, c'est une application Java. Donc ça veut dire vous téléchargez un répertoire, vous le posez sur votre bureau, vous ouvrez AstroImage J, ça marche. Il n'y a rien qui s'installe. On n'a pas de truc compliqué. Ça pèse rien, ça rentre sur une disquette. Alada, ça rentre sur une disquette. Quand on sait les suites logicielles aujourd'hui où il y a 400 gigas de données, ça c'est microscopique. Et quand vous allez voir ce que c'est capable de faire, c'est bien brutal. Le gros avantage, c'est que quand je vais cliquer sur une étoile pour la mesurer,
il va me demander des questions, mais surtout, quelles sont les étoiles de comparaison que tu veux utiliser. Est-ce que cette étoile-là, c'est une bonne étoile de comparaison? Si elle est variable, non. Donc c'est le gros point fort d'Aladin, c'est que vous maîtrisez complètement les étoiles de comparaison que vous sélectionnez. Quand vous allez cliquer quelque part, il va vous ouvrir le CDS, il va vous dire cette étoile-là, oui, je la connais, oui, elle est stable, voilà sa magnitude, en bleu, en vert, en rouge. C'est la seule erreur qu'on peut avoir, on s'est trompé dans le filtre qu'on utilise. On est fatigué, on a fait les images avec le filtre bleu et on rentre la magnitude verte. Voilà. C'est l'erreur de base. Ça s'automatise. C'est-à-dire vous mettez vos images dans un dossier, vous lancez un script, Astro-Imagie ne s'allume même pas, vous ne voyez pas le CDS, et au bout derrière, ça vous dit, c'est ça la réponse. Donc la vraie vie des astronomes professionnels, aujourd'hui, c'est ça, ils ouvrent même pas vos images. Ouais, ils bossent pas, quoi. Ouais, ils font rien en fait. Appuie sur un bouton. Voilà. Mais c'est la vraie vie, quoi. Et en fait, grosso modo, derrière, au miracle, tu as ta magnitude qui apparaît. Et tu peux choisir vraiment les étoiles de comparaison que tu veux. Astro-Imagie est capable de faire de la photométrie sur le tutu. On peut fabriquer des zones un peu sympas pour venir mesurer. Ce truc-là, en fait, a été développé par un laboratoire du CNES pour compter des bactéries. Donc, ImageJ, en fait, servait à compter des bactéries dans des boîtes de pétri. Et le mec, il a dit, mais c'est cool ton truc, toi tu comptes des bactéries, mais moi je compte des étoiles. Viens, viens, viens. Et donc il y a tout un lot d'étudiants et une professeure du CNES qui a dit, je vais mettre mes étudiants là-dessus et on va faire une suite Astro à Astro-Imagie. Voilà. Donc franchement, un petit logiciel qui gagne à être connu, gratuit, simple, bien maintenu, extrêmement performant, extrêmement vraiment puissant et qui donne vraiment de très très bons résultats. Le nom des images. Alors, notamment quand on travaille avec des professionnels, qui vous êtes? Quelle heure il est? Est-ce que c'est? C'est 15h06. Donc ça c'est le bon format. Parce que quand vous avez des stations comme les Fripons, qui vous envoient 36 000 images par jour, elles ne s'appellent pas 1, 2, 3, M31-2, essai 3, test 8. Après, c'est la grosse galère là pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Donc on fait Caillot, la date, l'heure, le filtre. Voilà. Et avec ça, tu te trompes jamais. Parce que généralement, c'est rare que tu aies changé d'avis entre 16h12 et 23 secondes et 16h14 et 24 secondes en disant au milieu, ouais, je suis allé faire M51, puis je suis revenu sur M13, puis je suis reparti là-bas, je suis revenu. Généralement, tu fais ta série, elle se suit dans le temps. Donc si au bout de ta série, tu as un truc qui est un épouvantail, tu dis hop, ça s'arrête là. Et ton image, elle est triée. Gros point fort de ça, si j'enlève mon nom devant, parce que c'est mon image à moi et je me connais, il reste 2021 06 05. Quand je vais trier mes images, la première image de la série, c'est l'image 1 et c'est l'image la plus récente. Et les autres, elles suivent derrière, classées par le filtre. J'inverse l'ordre de ma série. Qu'est-ce que j'ai en premier? Le filtre. J'ai toutes mes images rouges, toutes mes images vertes, toutes mes images bleues. C'est cool ça. Donc si vous avez fait rouge, vert, bleu, 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 si vous êtes un bon photométriste, vous dites ouais, l'objet il monte, il rougit, tout ça, machin, rouge, vert, bleu, rouge, vert, bleu. Tu veux classer tes images, tu inverses ta liste et paf, tu as tes filtres. Ça sauve la vie, ça. Voilà, vous savez faire la photométrie. Il y a des questions? Il y a des trucs que vous voulez voir ou... En fait, ta comparaison, il faut que ce soit absolument toujours sur la même image, ou ça peut être deux images différentes? Alors ça pourrait être deux images différentes. Mais après, les conditions, le risque, c'est que les conditions ne sont pas les mêmes. Ouais. Astro-Imagie à la fin. Voilà. Donc là, c'est ce que ça donne quand vraiment vous appuyez sur tous les boutons qui vont bien. J'ai tout un tuto, que des photos, où ça vous montre avec les doigts là, où c'est qu'il faut appuyer pour arriver. Donc c'est ce qu'on peut voir ensemble ce soir, après manger, si vous voulez, quoi. Voilà. Pas manger trop, mais... Après la conférence. Ouais, voilà.
À 22h, quoi. Je sais pas, dites-moi. Antoine, serait possible d'avoir une copie de ta présentation? Oui, je donne, il n'y a pas de problème. Ouais, vous pouvez recycler, vous pouvez montrer. Au contraire, on est des passeurs de science. Hein. Donc, allez-y. Hein. N'hésitez pas, vous voulez copier, enfin, vampiriser les graphiques, les machins, 50 fois. Et elle sera disponible en vidéo. Voilà, et elle sera disponible en vidéo. Voilà. Donc, je sais pas, vous avez fait les essais qui avaient merdé? Oui. Ouais. Et alors, est-ce que vous avez compris où ça a merdé? Est-ce que ça vous donne des pistes ou pas? Ouais, les filtres. Ouais, les filtres? Les filtres, déjà. Ouais. Ça dépend des fois des logiciels. Au niveau des caméras, ça n'enregistre pas de la même manière et ça ne met pas non plus les mêmes valeurs. Alors que normalement, c'est un fichier qui doit être censé être standard. Oui. Enfin, il a été édité de telle manière que ce soit standard. Oui. Qu'un chinois ou n'importe qui d'autre puisse Tout, le lire. tout à fait, ouais. Et en fin de compte, tu te rends compte que non, que la caméra de Tartampion construite par un autre, ils ne mettent pas non plus les valeurs au même endroit ou de la même manière. Ouais. Et c'est vraiment piégeux ce genre de truc. Alors ce que tu dis est complètement vrai, donc effectivement, hein, tu as des headers qui sont mal construits par certains constructeurs de caméras ou certains constructeurs de logiciels. C'est un format unique, mais bien sûr, certains logiciels sont mal codés. Ah merde, évidemment. J'étais bien parti, mais c'est mal le truc quand je fais la grande... hop. Hop, voilà. En Maxime DL, c'est pas pour... je suis pas pro, hein, j'ai pas d'action chez lui. Hein. Mais ici, tu vois qu'à gauche, tu as keyword et value. Donc là, en fait, tu peux rentrer le keyword que tu veux, qui est conforme à ce que te demande ton professionnel. Ça peut être un keyword perso, et c'est à ça aussi que sert le feed-header. Normalement, dedans, il y avait toutes des valeurs standards, et puis derrière, au fond, ce qu'on voulait. Voilà. Et effectivement, pour pas nommer Cyril Cavador, filters, eh ben, ça marche pas. Le vrai mot-clé d'un feed-header pour le filtre, c'est filter. Voilà. Filter, F-I-L-T-E-R, pas d'S. Et il se calibre en red minuscule, green minuscule, yellow minuscule, ou G, R, V, B, rien, c'est blanc, donc c'est clear, ou C, mais pas luminance, bleu, vert, virgule truc, ça marche pas. Ouais. Mais c'est donc en Prism, il existe maintenant des scripts que les amateurs ont développés qui permettent d'aller prendre les images faites, effacer le S et remettre le truc au bon format pour que ça rentre dans l'entonnoir. C'est con parce que typiquement, en fait, imagine que tu sois un peu productif là-dedans et on te dit Bernard, tes images elles sont bien, mais j'en ai marre quoi. Tu me gonfles. Tu m'envoies des CD, tu m'envoies des DVD, tu m'envoies des Dropbox et ton truc, à chaque fois, je me cogne à les modifier, tu me saoules. Donc au bout d'un moment, tes images elles sortent du lot. Personne ne te veut. C'est con, hein. Et tu te coupes l'herbe sur le pied avec un professionnel juste pour ça. Voilà. Dans le reverso, tu peux mettre français, anglais et puis Cavador. Mais c'est dommage. Mais après, si tu veux, il y a plein de points forts. Mais En fait. voilà, plein de points forts. Des fois, c'est un vrai problème. Oui. C'est d'ailleurs une des... Enfin, quand on n'a pas encore choisi le logiciel avec lequel on va travailler, acheter éventuellement, c'est une des questions du choix. Quoi. Ouais. C'est un vrai choix. Mais moi, tu vois, aujourd'hui, si je te dis, tu veux faire de la photométrie, n'achète rien. Oui. Franchement, t'achètes rien. Tu te mets Astro Imagerie, tu te fais du Aladdin, tranquillement, petit à petit, tu apprends où cliquer, tu apprends à faire tes images, et je te garantis que le résultat que tu obtiens, il souffre d'aucune discussion possible. Monsieur Caillot, comment vous avez calculé la covariance du fond de ciel sur vos étoiles étalons? Tu ouvres la doc d'Astro Imagerie, tu as le bout de doc qui explique le bout de maths, comment on a pris les cercles verts, comment on a calculé la covariance là-dedans, et comment on a dit le fond de ciel pour cette série photométrique, il vaut ça. Voilà, monsieur. Et là, personne ne viendra te chercher. Demande à Cavador comment il fait. Demande à je ne sais plus comment il s'appelle le mec de Maxime DL, l'américain, comment il fait. Il te répondra peut-être.
mais il te répondra à grands coups de mail et... Mais c'est aussi la logiciel Voilà. qui fait l'ensemble des choses et qui peut faire aussi l'astrométrie. En Galaxy, moi tu vois, je suis pareil. Je commence à avoir ouais. des logiciels autour qui autres, ça devient... En Galaxy, par exemple, moi je travaille avec IRAF, c'est Image Reduction Astronomical Facility. C'est le logiciel qui gère les images du télescope spatial Hubble. Il est gratuit, il est disponible, vous pouvez l'installer sur votre machine, il faut juste savoir faire du Linux. C'est juste ça, c'est juste une distribution Linux. Mais par contre, là c'est pareil, vous voulez faire de la photométrie sur des galaxies, vous voulez faire des modèles synthétiques de galaxies, vous dites voilà, moi j'ai utilisé Photutile, j'ai mis ces paramètres-là, ça m'a donné ce résultat-là. Ça souffre d'aucune critique. Personne ne peut venir vous dire ouais mais c'est un peu foireux, on ne comprend pas ce qui a été fait. Ouais, c'est pénible, ouais. Ouais. Mais la rallonge, en fait, c'est la rallonge qui est clé. Bon, ça va, mais non, c'est dispo. Hein. Vous allez sur le STSC/edu et vous avez tous les logiciels, même du James Webb. Hein. Si vous voulez vous amuser à traiter des images du James Webb, les logiciels pro du James Webb, ils sont désormais dispo. Vous pouvez télécharger les images du James Webb et vous amuser à faire de la science avec. Hein. Voilà. Alors bon, la doc est comme ça, enfin, c'est improbable, mais si vous aimez ça, ouais, y a moyen de faire des choses bien. Ouais, bon. Tout le monde a eu son reste? Et voilà.